Merci Isabelle, c'est avec un grand plaisir que je viens vous parler du rétablissement. Je remercie aussi les laboratoires Lundbeck de me permettre cette rencontre. Alors le rétablissement, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est la poursuite d'une vie gratifiante en dépit de la maladie et c'est donner un sens nouveau à son existence. Plus récemment, Hélène Provenchère a donné cette définition. Se rétablir, c'est redéfinir une vision fonctionnelle de soi. Alors, si on oriente les soins vers le rétablissement, on change vraiment de paradigme. Alors, vous voyez que si on continue à travailler avec un modèle médical, le résultat, c'est la guérison des symptômes, c'est enlever la cause de la maladie. Le point de vue, c'est celui du professionnel de santé. On sait qu'il y a très peu de patients qui, entre autres en psychiatrie, arrivent à une rémission fonctionnelle complète. Et le but, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est s'attaquer à la maladie et ses conséquences. En revanche, si on travaille sur le modèle du rétablissement, ce n'est pas du tout le même résultat qu'on poursuit. Hein. On cherche plutôt l'idée de la cicatrisation. Le point de vue, c'est celui de l'usager. Et l'idée, c'est que chacun possède des ressources pour se rétablir. L'objectif, ça sera non seulement de guérir les symptômes, mais aussi de pouvoir reprendre le pouvoir sur sa propre vie et sur la gestion de sa propre santé. Donc, comme l'a dit un auteur, le changement de paradigme, c'est passer de l'agenda du professionnel à l'agenda du patient. Alors, les déterminants généraux du rétablissement, c'est porteur d'espoir, puisque tout le monde peut accéder à une qualité de vie jugée subjectivement satisfaisante. C'est aussi la prise de responsabilité, s'autodéterminer, reprendre le pouvoir d'agir, devenir l'acteur de ses soins. C'est aussi, comme on l'a dit, une redéfinition de soi, ce qui amène à accepter sa pathologie, mieux la connaître, identifier les difficultés, les limitations qu'elle peut apporter, mais aussi identifier et renforcer les ressources personnelles qu'on peut développer pour parer à ces limitations. C'est aussi développer de nouveaux rôles sociaux, développer un sentiment d'identité, c'est-à-dire dépasser l'identité maladie. Je ne suis pas un schizophrène, je ne suis pas un diabétique, mais je suis quelqu'un qui va vivre avec sa maladie et donc réduire l'autostigmatisation qui conduit à tant d'échecs et de replis. Donc c'est pouvoir en fait mener une vie riche et pleine, comme disent nos collègues canadiens. Donc ça, ce sont des choses, je pense, que vous connaissez, les facteurs qui peuvent entraver le rétablissement, donc la sévérité des symptômes, le début précoce des troubles, d'où l'intérêt de traiter précocement, les addictions, les pathologies somatiques associées, l'isolement social, le déficit des compétences sociales, la présence de troubles cognitifs, de troubles de la cognition sociale, la présence de déficits métacognitifs, c'est-à-dire l'insight, la capacité qu'on a de penser sa propre pensée, l'autostigmatisation, la faible estime de soi, le déficit motivationnel. Donc on voit qu'en face ces déterminants, on peut mettre des facteurs de protection. Et c'est tout le projet de la réhabilitation psychosociale. Identifier des ressources personnelles, les renforcer, développer des opportunités d'insertion, soutenir les personnes dans leur environnement de vie et rendre aussi la société plus accueillante. Donc voilà, en effet, les interventions de réhabilitation psychosociale qui renforcent le rétablissement. La remédiation cognitive, l'entraînement aux compétences sociales, l'éducation thérapeutique, le renforcement de l'autonomie, le soutien à l'emploi, le soutien des familles. Toutes ces interventions vont permettre d'accéder au rétablissement. Alors si on oriente ces soins vers le rétablissement, on est obligé de changer ses pratiques. Alors si vous dites, ben voilà, je vais m'orienter rétablissement, je vais changer ma pratique, vous allez entrer en conflit avec une partie de votre équipe. Parce que le système de soins
prône le statut du malade, du patient, il prône la stabilisation, il prône une autonomie diminuée, des déficits et l'obligation de soins plutôt que l'autodétermination. Et puis on vous dira, leur établissement, c'est vous qui le dites, c'est les usagers comme ça qui ont parlé de leur établissement, mais il n'y a pas de valeur scientifique. Ce n'est pas vrai, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, en effet au départ par les usagers qui ont décrit leur processus de rétablissement, décrit ce qui les avait aidés à aller mieux, indépendamment des médicaments. Loin de moi l'idée de dire que les traitements médicamenteux ne sont pas utiles, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut aussi des mesures psychosociales et accompagner la personne dans ce processus de rétablissement. Et puis, il y a eu beaucoup d'études, dont une très ancienne à propos de la schizophrénie, dans les années 92, l'étude du Vermont, qui a montré qu'un fort pourcentage de personnes atteintes de schizophrénie pouvaient accéder à une vie jugée satisfaisante. Il y avait un pourcentage au-delà des 60%. Donc, entrer en rétablissement, alors ce n'est pas entrer en religion, mais c'est quand même défendre une philosophie qui modifie les cibles. Les cibles, ce ne sont pas celles que nous, soignants, nous donnons et que nous imposons aux patients, ce sont ces priorités. Modifier l'évaluation, c'est-à-dire que l'évaluation, on va la juger à l'aune du parcours du rétablissement de la personne et à l'aune de sa capacité à y participer activement. Ça modifie aussi la gestion des services, c'est-à-dire qu'il va falloir les penser en fonction des demandes des usagers. Et donc, on arrive à une co-construction de la gestion des services. Et vous savez que les patients experts ont un rôle maintenant important dans l'établissement des outils de soins, mais aussi dans la gestion du parcours de soins. Et les personnes rétablies, il est très important aussi qu'elles participent à la formation, parce que eux, ils ont l'expérience de ce qui a été bon pour eux et ils peuvent le communiquer. Donc, de nouvelles pratiques, sûrement des soins et des services intégrés, donc pas seulement des soins, pas seulement un parcours de soins, mais penser aussi un parcours de vie avec des réponses graduées au bon moment, donc pas un projet tout sanitaire, limiter l'institutionnalisation. Des soins de réhabilitation psychosociale, évidemment, je vais plaider pour qu'ils soient plus accessibles, plus connus, plus précoces, pour permettre d'améliorer le pronostic fonctionnel. Et puis, une méthode qui commence à progresser en réhabilitation et à progresser aussi, je pense, dans les services de soins, c'est ce qu'on appelle le case management, la gestion de cas, c'est-à-dire un accompagnement qui favorise l'inclusion sociale, la compensation centré sur les besoins de la personne, c'est-à-dire un personnel de santé ou un personnel social qui peut être le garant de ce parcours de rétablissement et l'interlocuteur de la personne au-delà des soins. Mais bien sûr aussi des actions politiques et des actions de prévention qui demandent à être développées. Alors, donc ça, ce sont, je dirais, un peu les poncifs du rétablissement, de la réhabilitation psychosociale. Alors, qu'est-ce que la psychiatrie positive ? La psychiatrie positive, elle a été récemment décrite, j'ai pu le découvrir il y a 2 ans aux États-Unis. Elle commençait à avoir pignon sur rue et à montrer comment il était important de comprendre et de promouvoir le bien-être dans une approche globale de l'individu et de l'environnement. Les personnes, on s'intéresse beaucoup à la maladie, on s'intéresse beaucoup à ce qui cause les maladies, mais on s'intéresse assez peu à ce qui nous fait aller bien. Et donc c'est le projet de la psychiatrie positive. Et en interrogeant donc les personnes qui en font la promotion, j'aurais dit mais la réhabilitation psychosociale, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Ils m'ont dit en effet, c'est une branche de la psychiatrie positive. Alors, la santé mentale positive, elle a été décrite, elle a été très bien décrite par nos collègues canadiens. C'est un état de bien-être qui est le fruit d'un processus continu et dynamique, en constante évolution. On se met tout le temps en interaction avec notre environnement pour exploiter au mieux notre potentiel et nos capacités au quotidien pour se sentir bien. Donc, ce qui est valable pour nous, pour tout le monde, est valable aussi pour les personnes qui ont à un moment des troubles psychiques. Donc, il ne faut pas confondre santé mentale et maladie mentale.
Keyes a très bien décrit ces deux axes qui sont distincts mais corrélés. Donc on peut souffrir de troubles psychiques, mais on peut avoir une santé mentale languissante, florissante ou modérément bonne, comme les décrivent nos collègues canadiens, avec un continuum. L'état de santé mentale complète, ça serait avoir une santé mentale florissante et pas de maladie mentale, par exemple. Mais il n'est pas interdit aux gens qui souffrent de troubles psychiques d'avoir une santé mentale jugée satisfaisante. Donc ça fait réfléchir. Et pour avoir une santé mentale satisfaisante, les déterminants font l'objet d'une enquête, d'une interview, justement, qui permet de repérer la qualité de la santé mentale de la population. Et ce qui importe, ce qui est le plus important pour accéder à une santé mentale positive, ce sont les compétences sociales, la gestion de soi et le sens donné à sa vie. Alors, la psychiatrie positive, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Eh bien, elle enrichit, je dirais, la psychiatrie conventionnelle, qui a pour cible la maladie et comme focus les traitements. La cible, elle est élargie puisque c'est le bien-être mental. Donc, associé à des notions comme la résilience, l'optimisme. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources des personnes et les ressources de l'environnement. Et ça nécessite aussi d'évaluer d'autres choses. Parce que nous, on évalue les symptômes, on évalue ce qui ne va pas, mais il faut aussi évaluer qu'est-ce qui contribue à votre bien-être, quelles sont vos forces, quelles sont vos valeurs, quels sont les moments, comment vous identifiez les moments de stress, quel style de vie. Donc vous voyez que tout ça est important aussi à prendre en compte. Elle s'enrichit de résultats probants. On pourra en discuter, et elle contribue énormément à la déstigmatisation. Alors, le courant de psychiatrie positive, il s'inscrit fortement dans le courant de la promotion de la santé. Donc, c'est augmenter la connaissance de soi, la connaissance pour aller bien, pour accéder à l'état de bien-être, mais c'est aussi de proposer d'améliorer les compétences donc, de la personne, mais aussi les compétences collective. Il faut rendre la société accueillante et sensible à apporter le bien-être pour tous. Alors, la psychiatrie positive s'est fortement inspirée des données de la psychologie positive. Alors, je vous rappelle, pour faire vite, le modèle PERMA, le modèle qui a été décrit par Seligman, l'inventeur, le père, entre autres, de la psychologie positive. Donc, il faut savoir développer des émotions positives, donc les repérer, prendre soin de ces émotions positives. S'engager, il est démontré que lorsqu'on a un état d'engagement important dans quelque chose qui fait sens dans sa vie, on a un sentiment d'accomplissement, on va mieux, on se sent mieux et on est capable de s'ouvrir plus aux autres. Donc les relations positives, entretenir des relations positives, et ce que je vous disais tout à l'heure, donner un sens à sa vie, un sens d'accomplissement. C'est pour ça aussi, je fais le lien avec le rétablissement, que beaucoup de personnes engagées spirituellement se sont trouvées améliorées et ont pu accéder à un rétablissement. Donc c'est la notion de sens donné à sa vie, c'est la notion d'accomplissement et de partage avec des pairs qui intervient à cet égard. Alors, la psychiatrie positive, elle détermine, comme le rétablissement, de nouvelles attitudes cliniques. Dans l'examen initial de la personne, on doit prendre en compte l'évaluation des caractéristiques psychosociales positives, donc le bien-être subjectif, le stress perçu, les forces, les valeurs, la spiritualité, le style de vie, comme on l'a dit. Et on doit aussi évaluer ces actions en fonction du bien-être ressenti par la personne, au-delà de la réduction des symptômes. Donc là encore, on rejoint des dimensions de qualité de vie. Dans le champ de la prescription, on va le voir, eh bien, la prescription va s'enrichir de propositions. Si on prend l'exemple d'un trouble neurocognitif bénin, on pourra donner de l'exélon, par exemple. On n'a souvent pas bien grand-chose à proposer. En revanche, on peut proposer à la personne
de l'activité physique, une bonne hygiène de vie, s'intéresser à son alimentation, à son sommeil, à tout ce qui va contribuer à un meilleur bien-être, mais aussi des interventions qui vont améliorer sa capacité de concentration et sa cognition sociale. Par exemple, la méditation ou le yoga ou des activités associatives. Donc l'ordonnance, si vous voulez, s'enrichit d'autres prescriptions. Et vous voyez bien aussi que vos soins s'enrichissent de tout un tas d'interventions qui procurent du bien-être aux personnes et qui procurent aussi de l'inclusion sociale. Je fais un petit retour en arrière. Donc la prescription, elle s'enrichit donc aussi de conseils, et de conseils, par exemple, de travailler à un groupe de rétablissement. Donc je vous donne un exemple d'un module de rétablissement qui est proposé par des pères aidants. Ce n'est pas des soignants qui le proposent à des patients, ce sont des pères, des gens qui ont éprouvé la maladie, qui le proposent à leurs pairs et qui montrent comment eux, ils se sont rétablis. Et qu'est-ce qui aide au rétablissement? Les programmes de self-help, rester actif, développer un système de soutien, maintenir sa santé physique, ce qu'on disait tout à l'heure, prendre du temps pour les loisirs, être conscient de son environnement, la recherche de spiritualité, la créativité et bien sûr suivre son traitement. Donc vous voyez que c'est un enrichissement de votre prescription, une autre relation à la personne. En termes de prévention, qu'est-ce que nous apporte la psychologie, la psychiatrie positive? Elle nous apporte que, en fait, les propositions de bien-être, elles sont valables pour tout le monde, pour les non malades, et elles sont valables pour la population générale. Et les stratégies de prévention, justement, sont complètement différentes des nôtres. Si on imagine, par exemple, des enfants porteurs d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Si nous, on veut faire un groupe de guidance parentale, on a l'habitude de dire on va réunir des enfants qui présentent un TADA avec leurs parents, et puis on va faire de l'éducation thérapeutique, et puis on va leur donner des conseils dans la vie quotidienne. Eh bien, cette expérience de psychiatrie positive menée dans le Vermont fait complètement différemment. Elle part du principe qu'il va y avoir, en population générale, une formation sur le bien-être. Donc c'est le Family Wellness Coach qui va intervenir pour la population générale. Et dans le groupe de population générale qui va donc avoir cette formation, il va y avoir des gens bien portants, il va y avoir des familles à risque et des familles avec des enfants portant un TADA. Et le focus se fera au cours du groupe sur ces familles-là, mais l'ensemble sera valable en population générale. C'est complètement déstigmatisant. C'est toute une autre approche que la nôtre qui fait des focus groupes sur les gens porteurs de la maladie. Alors je voulais, pour terminer, vous parler d'un petit instrument que sûrement certains d'entre vous connaissent et que nos collègues suisses développent systématiquement pour les personnes qui présentent par exemple des troubles bipolaires ou des personnes qui présentent des addictions, mais c'est tout à fait valable et dans mon ancienne équipe, on le fait pour des patients qui souffrent de schizophrénie. Donc c'est le plan de crise conjoint, c'est-à-dire qu'avec la personne, on imagine que si ça ne va pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, comment elle pourrait, dans l'idée d'une éventuelle rechute ou d'un moment de moins bien, comment elle pourrait gérer et être acteur de ce qui va se passer. Donc c'est vraiment une stratégie orientée rétablissement, puisqu'elle favorise l'autodétermination, l'utilisation des services de soins comme un élément du projet, et pas subir les soins, pas être objet des soins, mais les choisir, et c'est vraiment déstigmatisant. C'est aussi une épreuve, je dirais, de psychiatrie positive, puisqu'on va favoriser la qualité de vie, que ça se passe le mieux possible, avec le plus de bien-être pour le patient, ou le moins de mal-être pour la personne. C'est l'idée de prévenir et de mobiliser des ressources, entre autres de l'environnement.
Et c'est valable pour tous. Je dirais que c'est un principe qui est issu des directives anticipées. Donc tous, on est censé avoir des directives anticipées pour savoir comment on voudrait être soigné. Donc c'est encore déstigmatisant. Donc il y a un petit module qui est proposé par les Canadiens, mais il y en a bien d'autres. On élabore avec la personne donc la description de sa situation, le regard qu'elle a sur sa maladie, où elle en est, qu'est-ce qu'elle peut prévoir qui pourrait aller mal. On travaille avec elle ce qui peut être un facteur de stress. Comment ça se manifeste pour lui et pour son environnement et quelles sont les stratégies qu'elle peut travailler avec son entourage, sur qui elle peut compter, comment elle souhaiterait, si jamais il y a une hospitalisation, quel médecin elle souhaiterait voir, comment ça devrait se passer. Ça implique énormément de disponibilité. Quand vous vous engagez dans un plan de crise avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes susceptible de lui répondre quand il vous appelle. Et ce qu'on a pu expérimenter dans le cas des plans de crise conjoints, c'est que très souvent, les personnels qui pouvaient être interpellés ne répondaient pas toujours en connaissance de cause. Donc c'est une énorme mobilisation, j'insiste, et c'est un travail complètement différent qui engage les personnes citées dans le plan de crise conjoint, qui engage bien sûr le patient et qui engage aussi l'institution à répondre comme il le souhaite. Tous les collègues qui l'utilisent disent, et ça sera peut-être le lien avec le thème de votre journée, que ça diminue énormément les hospitalisations sous contrainte et les entrées dévastatrices en crise aiguë. Moi, j'ai pu le constater avec une association de patients bipolaires qui travaille comme ça sur les entrées et les sorties d'hospitalisation. Et je dois dire qu'on arrive à le faire beaucoup plus en douceur qu'il y a quelques années. Donc c'est à mon avis un exemple de psychiatrie positive au sens large. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Elisabeth.